Donc, nous avons deux tableaux. Le premier tableau, c'est l'encours des agrégats monétaires en millions et les encours des contreparties de la masse monétaire. Mais avant c'est-à-dire d'entamer les questions concernant l'interprétation de ces deux tableaux, attendez. Oui, on continue. Regardez, je vais vous montrer un tableau qui récapitule la distribution du composant des agrégats monétaires. Donc, c'est un tableau de 2020. Regardez, ici, les agrégats de monnaie. Donc, la circulation fiduciaire, on a les billets et monnaies mis en circulation, les encaisses des banques, la monnaie scripturelle se compose des dépôts à vue de la BAM, des dépôts à vue auprès des banques, des dépôts à vue auprès du Trésor. Donc, le total, c'est-à-dire le total de la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturelle, ça va nous donner M1. L'agrégat M1. On a les déplacements à vue, c'est-à-dire dans les déplacements à vue, on a les comptes d'épargne auprès des banques. Donc, M1 plus, c'est-à-dire les placements à vue, donc M1 plus les comptes d'épargne auprès des banques, ça va nous donner M2. Juste attendez, on va faire le calcul pour s'assurer de... Donc, c'est... Donc, regardez, M2 plus les placements à vue. Dans ces placements à vue, on a les comptes d'épargne auprès des banques. Donc, M1 plus les placements à vue, ça va nous donner M2. M2 plus le autre actif monétaire, c'est-à-dire ce montant-là, ça va nous donner M3, qui est l'agrégat monétaire au sens large. Regardez, ces statistiques, on peut les obtenir auprès Banque Maghreb. Regardez. Donc, on a ces statistiques mensuelles pour chaque mois. Pour l'année 2020, on a aussi les statistiques 2020. Regardez, mars, avril 2020. Et même actuellement, c'est-à-dire à ce jour-là, on peut avoir les statistiques jusqu'à le mois 11. C'est-à-dire la note de conjoncture qui vient d'être publiée, ça fait 10 jours, et n'ont pas encore publié les statistiques monétaires concernant le mois 12. C'est juste le mois 11 de 2020. Donc, pourquoi je vous ai montré ce tableau-là?
C'est juste pour avoir une idée comment, c'est-à-dire on calcule l'agrégat monétaire M1, M2, M3 à travers tout ce qu'on a déjà vu sur le cours. C'est juste des statistiques. Il faut juste avoir, c'est-à-dire l'enchaînement de ce calcul. La circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale nous donne M1. Qu'est-ce que ça veut dire la circulation fiduciaire? C'est-à-dire les billets qui circulent. Les billets, monnaie en circulation, les encaisses des banques, à déduire. C'est-à-dire à déduire, on doit retrancher. Donc la monnaie scripturale, bon, la circulation fiduciaire, c'est quoi? C'est les billets et monnaie en circulation. On ne pas. La monnaie scripturale, c'est les dépôts à vue de Banque Maghreb, les dépôts à vue auprès, les dépôts à vue auprès de Banque Maghreb, les dépôts à vue auprès des banques et les dépôts à vue auprès du Trésor. Donc, la sommation de la circulation fiduciaire et la monnaie scripturelle nous donne M1. Plus les placements à vue nous donne M2. M2 plus les autres actifs monétaires, ça va nous donner M3. Et on cherche c'est juste à interpréter l'évolution. D'IL M3, par exemple, la variation de M3 du mois de décembre 2001 à mois de janvier 2002. Par exemple, comment on peut interpréter ou calculer la variation que je vous? La variation, est-ce qu'on a une augmentation ou une baisse? Ça veut dire que l'évolution entre les deux dates, est-ce qu'on a une augmentation ou une baisse ou la stabilité, c'est-à-dire de cet agrégat. C'est quoi la stabilité? Ça veut dire que la valeur qui a été obtenue dans le mois de décembre, c'est la même que la valeur qui a été obtenue pour le mois, par exemple, de janvier. Dans ce cas-là, on dit que la valeur est stable. Revenons à nos exercices. Calculer les agrégats qui suivent et on précise la signification. MF, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturelle, M1, M2 moins M1, M2, M3 moins M2, M3 moins M1, M3, à fin d'août 2018, à fin d'août 2019. Regardez, c'est ça, août 2018, août 2019. C'est une variation annuelle, c'est-à-dire que le montant des certificats de dépôt à durée résiduelle fin août 2018, c'était 24 149 millions, 1 million de dirhams, Et la valeur de ces certificats-là en août 2019, c'est 29 millions, 29 000, c'est 29 milliards, 188 millions de dirhams. Donc, on va calculer la première question. On va lire toutes les questions, puis on va répondre. Calculer l'évolution des agrégats monétaires significatifs en valeur et en pourcentage sur la période considérée. Commenter les résultats obtenus et déduire la préférence des agents non financiers résidents. Citez une variable économique de votre choix qui aurait influé sur cette préférence. Expliquez. Donnez les deux formules des contreparties de la masse monétaire sur la base des avoirs extérieurs nets et sur la base des réserves internationales nettes. Vérifiez que l'encours de M3 fin août 2019 obtenu dans la première question est égal au total des contreparties à cette date. Déduire l'encours des avoirs extérieurs nets du secteur émetteur de la monnaie. On a déjà vu le secteur émetteur, c'est les banques. Calculer l'évolution de chaque contrepartie en valeur et en pourcentage. Commenter les résultats obtenus. Calculer la contribution de chaque contrepartie à la création monétaire. Donner la composition des agrégats PL1, PL2, PL3.
donner la formule du taux de liquidité de l'économie au sens large et au sens étroit. Quelle interprétation donnez-vous à la variation de son niveau en cas de sa hausse et en cas de sa baisse? Attendez. Donc, regardez. On va calculer la variation en valeur. C'est quoi la variation en valeur? C'est la valeur de 2019 moins la valeur de 2018. Et on calcule, c'est-à-dire la variation en pourcentage. Ça veut dire que cette valeur-là représente quoi par rapport à... Regardez, c'est facile. On va faire un essai. Zénib, est-ce que vous avez les calculatrices? Non. Regardez. Non, monsieur. C'est simple. Donc, c'est la valeur de août moins la valeur de août 2018. On aura 14 532. Cette valeur-là va être divisée sur août pour calculer la variation en pourcentage. Si on va mettre 14 532 sur 2 555, 440, il va nous donner 5,60 en pourcentage. Ça veut dire 0,0568. Ça y est, c'est compréhensible. C'est juste des calculs. Toujours, pour calculer la variation, le triangle signifie la variation. Ça veut dire combien cette valeur-là a été, c'est-à-dire de combien cette valeur-là a été variée. Regardez, pour la deuxième ligne, puisqu'on a, c'est-à-dire en août 2019, c'est-à-dire la valeur en T plus 1, on a 15 000, qui est inférieur à 17 000. Donc la variation, c'est négative. Moins 1581. Cette valeur-là va être divisée sur T0, l'IA 2018, pour nous donner de la valeur en pourcentage. En pourcentage, ça veut dire que ça va nous donner 0,0925. Et on doit mettre 9,25 en pourcentage. Zénib, est-ce que vous m'entendez? La mienne, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, Oui. on continue. Donc, c'est quoi la monnaie fiduciaire? C'est les pièces et billets de monnaie en circulation démunis des encaisses, des institutions de dépôt. La monnaie scripturale, c'est les dépôts à vie transférables en monnaie nationale constituée auprès de la Banque centrale, des banques et du Trésor, comme on l'a déjà vu sur le tableau. M1, c'est la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturelle, la masse monétaire au sens intermédiaire, M2 moins M1. Ça veut dire la masse monétaire au sens intermédiaire moins la masse monétaire au sens étroit. Ça va nous donner les parts à vue. Donc, c'est son définition. M3, c'est la masse monétaire au sens intermédiaire plus les autres actifs monétaires
moins liquide. Je vais aussi vous envoyer, c'est-à-dire après cette séance, ce tableau-là. C'est juste pour que vous puissiez visualiser la fonction de M1 ou de M2 ou de M3. C'est plus intéressant. Je vais vous envoyer après cette séance. Donc M3 moins M2, ça va nous donner les parts à terme. C'est-à-dire la différence entre M2 plus les parts à terme, ça va nous donner M3. Donc M3 moins M2, c'est les parts à terme. Masse monétaire au sens large moins masse monétaire au sens intermédiaire. Donc M3 moins M1, ça va nous donner les parts en total. Ça veut dire à terme et à vue. Masse monétaire au sens large moins masse monétaire au sens étroit. Donc l'évolution des agrégats en valeur et en pourcentage. D'après les tableaux de calcul de l'évolution des agrégats, la variation positive de plus 4,4, qu'a connaît la masse monétaire au sens large, M3 peut être expliquée d'une part, la masse monétaire, M3, regardez. Voici la valeur, 4,41. Comment on a obtenu cette valeur-là? C'est logique. Il y a de la variation, elle dit. Cette valeur-là, moins cette valeur, ça nous a donné de la valeur, 59 086. Donc cette valeur-là, qu'on représente cette valeur-là par rapport à l'état initial, il est à 0. Et cette valeur-là divisée sur 1 milliard 289 000, 1 million 289 000. Il reste 1 milliard. Donc, cette valeur-là, sur la valeur initiale, ça va nous donner 4 plus 4. Pourquoi on a dit que plus 4,4? Parce que ça se voit, regardez, la valeur de T plus 1, ou la T, la valeur d'arrivée, alors il est supérieur à la valeur de départ. 1 349 000, alors supérieur à 1 million. Donc, ça se voit que l'évolution va être positive. Par exemple, si nous avons l'inverse, ça veut dire que 1 milliard 290 était en août 2019 et 1 million 349 était en août 2018. On aura c'est-à-dire une baisse. L'évolution sera décroissante. C'est moins. Et on va mettre qu'on aura une baisse de moins de 4. Alors, puisque la valeur en 2019 est supérieure à la valeur en 2018, donc c'est positif. Regardez, on continue. M3 moins M2. C'est la même chose. C'est ça moins ça. Et ça moins ça. On aura 12 000. Donc, l'évolution, c'est 2,62. Zineb. Oui, monsieur. Damien, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas bien compris l'évolution? La manière avec laquelle on a calculé les variations. Je répète, regardez, je répète, c'est simple. Cette valeur-là, on est en août 2019, par exemple. Et on a des valeurs de août 2018. On cherche à calculer la variation. C'est quoi la variation? La variation, il y a la valeur de T moins la valeur T moins 1. Cette valeur-là, est-ce que vous voyez le curseur? Oui. La mienne? Oui. Est-ce que vous voyez le curseur? Dire la souris. Oui. Oui. Donc c'est simple, regardez. Cette valeur-là, moins cette valeur, on aura la variation. Et on prend cette variation-là, on la divise sur la première valeur. Ça veut dire que
en pourcentage. C'est-à-dire que la valeur en pourcentage, ça veut dire combien par rapport à la valeur initiale, on aurait ce forme d'augmentation ou de baisse. Monsieur, Oui. pardon, je m'excuse, en fait, c'est pour le pourcentage. Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Essayez de parler très fort, j'ai pas bien entendu. Oui. Je disais que je n'arrive pas à comprendre comment on fait pour avoir comment on a fait pour calculer le pourcentage. Répétez. Oui, je voudrais dire que je n'ai pas bien compris comment on a pu faire pour calculer le pourcentage. Je vous entends mal. Essayez de se Il a dit rapprocher qu'il au n'a pas micro. compris comment on calculait le pourcentage. Le pourcentage, mais c'est facile, regardez. Lorsqu'on divise la variation par rapport à la première valeur, on aura 0,0567. 0,0567, c'est 5 en pourcentage. 5 en pourcentage. C'est facile. Ce n'est pas miraculeux. Hein. C'est juste, c'est-à-dire, on enlève la virgule et on met le pourcentage. C'est ça le pourcentage. Cette valeur-là en pourcentage, c'est quoi? C'est 0,0568. C'est celle-là. C'est moins 0,0925. Et celle-là, c'est 0,0675. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, monsieur. On continue. Essayez de fermer les micros, s'il vous plaît. On est fini. Donc, l'évolution des agrégats en valeur et en pourcentage. D'après les résultats du calcul de l'évolution des agrégats, la variation positive de 4 plus 41, qu'a connu la masse monétaire au sens M3, peut être expliquée d'une part par la variation positive de ses composantes. Regarde. On sait bien que M3 est égal à quoi? M3, c'est égal à M1 plus quelque chose, ça nous donne M2, M2 plus les autres agrégats monétaires nous donnent M3. Donc, on cherche à expliquer de la variation par rapport à M2 et à M1 et aussi par rapport aux variations de ces composantes. Regarde. Donc, d'après les résultats du calcul de l'évolution des agrégats, la variation positive de 4 plus 4,41%, qu'a connaît la masse monétaire au sens large, M3, peut être expliquée d'une part par la variation positive de 5,39 de la masse monétaire au sens étroit. 5,39. De l'augmentation de 4 plus 4 émane de l'augmentation de M1. Il est augmenté de 5,15. N'est-ce pas? Regardez, c'est 5, c'est plus 5,15 la variation. Pourquoi nous avons plus? Regardez. Parce que la valeur en août 2019 est supérieure à la valeur en août 2018. Et si on va faire la variation, on aura une valeur positive. Et on va diviser cette valeur par rapport à la valeur initiale et on aura une variation de positive de 5,15. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. j'ai une question pour ces deux séries que vous avez envoyées. Est-ce que c'est suffisant pour préparer à l'examen ou il y a d'autres choses? Ce n'est pas la bonne question d'abord. Nous avons la correction. C'est sérieux, on a droit. Donc, essayez de suivre. Regardez. Donc, c'est 5,39 de la masse monétaire au sens étroit. C'est la circulation fiduciaire plus les dépôts à vue qui ont connu tous les deux des os respectifs de l'ordre de 6 et de 4. Ça veut dire la circulation fiduciaire a augmenté de 6,75
et les dépôts à vue ont été augmentés de 4,85. Donc nous avons dit que M1 c'est quoi? C'est la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturelle. Elle dit, la première, la monnaie fiduciaire, il y avait une augmentation de 6,75. Et la monnaie scripturelle aussi, il y avait une augmentation de 4,85 en pourcentage. Donc, pour expliquer M3, on cherche à expliquer les variations de ces composantes. Et regardez, les dépôts à vue, tous les deux respectives, dans l'ordre de 6,75, 4,85, et par une amélioration de l'épargne totale. L'épargne totale, c'est quoi? C'est l'épargne à vue et l'épargne à terme, de plus de 62, étant donné que l'épargne à vue a évalué de 3,87 et l'épargne à terme de 1,87. L'épargne à vue et l'épargne à terme. Parce que, c'est quoi? C'est-à-dire, pour expliquer, c'est-à-dire justifier l'évolution de M2, M2, c'est M1 plus les comptes d'épargne. Et puisque nous avons l'épargne qui ont connu une augmentation, ça veut dire que cette augmentation-là explique l'augmentation de M2 et qui, à son tour, peut expliquer l'augmentation de M3. C'est lié. Donc, pour expliquer l'augmentation de M3, on cherche à expliquer les variations de ces composants. M1, qui se compose de MF, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturelle, et de M3, cela reflète que les agents économiques non financiers préfèrent détenir de la monnaie fiduciaire plutôt que des dépôts à vue. Pourquoi? Parce que, regardez, nous avons trouvé que l'épargne totale ont été augmentées de 2,62, n'est-ce pas? Regardez le montant de ces épargnes-là. Donc, si on a une augmentation du compte d'épargne, ça veut dire que les agents préfèrent de détenir la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le cash, au lieu, c'est-à-dire de laisser le cash ADA dans les dépôts. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire pour les besoins de la consommation, de l'achat des biens et services, ainsi de suite. Et aussi ça conduit c'est-à-dire à l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et ça prive aussi les banques, c'est-à-dire de cette opportunité de financer d'autres crédits sur la base des dépôts. Ceci reflète que les agents économiques non financiers préfèrent détenir de la monnaie fiduciaire plutôt que des dépôts à vue. Autrement dit, ils ont une préférence pour la liquidité. Pourquoi nous avons dit ça? Regardez, parce que on a comparé regardez la valeur, l'augmentation des billets, c'est 14 000. Donc c'est 14 000, ou les 16 000, qui est la valeur
le monnaie fiduciaire par rapport au dépôt auprès des banques lié au 21. Donc, même que ce montant, c'est un montant qui est, c'est-à-dire très important. C'est la raison pour laquelle on dit que les agents préfèrent, c'est-à-dire une préférence pour les billets au lieu de laisser donc l'épargne dans les dépôts à vue. Et on sait bien que, c'est-à-dire cette opération-là, c'est-à-dire a des effets sur la consommation. Peut-être ces sommes-là sont investies dans la consommation. Ça va conduire à l'augmentation de la production. Mais si ces sommes-là ont été thésaurisées, ça prive, c'est-à-dire les banques des opportunités pour financer les investissements et la consommation sur la base des crédits. L'évolution de l'épargne totale, quant à elle, fait apparaître une préférence des agents non financiers pour l'épargne à vue. Ceci traduit en outre une préférence des agents non financiers pour les actifs liquides et rapportant un rendement. C'est logique, c'est sur la base de c'est-à-dire de ces chiffres. On donne l'interprétation. 3, c'est quoi la question 3? Revenons à la question. Citez une variable économique de votre choix qui aurait influencé cette préférence. Donc, la variable économique peut influencer cette préférence. La Banque centrale, à travers ses instruments, peut varier la masse monétaire en autorisant, par exemple, les banques à prêter une proportion plus ou moins grande des fonds qu'elles ont sous forme de dépôt. Par exemple, peut-être que la Banque centrale va baisser le taux de réserve obligatoire pour permettre aux banques c'est-à-dire de disposer plus de liquidités. Peut-être qu'il va, par exemple, baisser le taux directeur, ainsi de suite, pour augmenter les avances à 7 jours, c'est-à-dire donner plus de liquidités aux banques. Et à leur tour, ils peuvent, c'est-à-dire prêter les gens des proportions plus ou moins grandes. Donc, il est possible, par exemple, de faire varier la quantité de liquidité en circulation. Un outil plus courant est de faire varier son taux directeur, qui a une incidence sur le taux des prix. Une augmentation du niveau de production de 5% augmente de la valeur ajoutée, ce qui va conduire à l'augmentation de la production des biens et services. L'augmentation de la demande des biens et services. Pourquoi on dit que l'augmentation de la production va générer une augmentation de la demande? Regardez, pour augmenter la production, les entreprises doivent recruter plus de gens, et soit recruter plus de gens, soit augmenter les heures supplémentaires, c'est-à-dire augmenter les heures de travail. Et ces deux opérations vont générer des salaires supplémentaires. Ici, je parle d'une manière agrégée, macro. Si on aura une augmentation des salaires, ça va conduire à l'augmentation de la consommation. Donc, la production, ça va générer la consommation. Bon, c'est un postulat des néoclassiques. Jean-Baptiste Say disait que l'offre crée sa propre demande. Mais les keynésiens disaient que c'est la demande qui crée l'offre. Si on augmente les investissements et la consommation, automatiquement, on aura une augmentation de la production. Et dans tous les cas, c'est juste c'est-à-dire ce sont des postulats de ces deux écoles. Donc l'augmentation de la demande des biens et services, préférence pour la liquidité, lorsqu'on a une augmentation, c'est-à-dire si les gens veulent, c'est-à-dire acheter des produits, la production, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer de l'argent auprès des banques. C'est la préférence pour la liquidité. Préférence pour la liquidité dans le but d'acquérir ces biens et services, ça va conduire à la hausse de la liquidité. Ici, on aura une augmentation de la circulation fiduciaire, la monnaie fiduciaire,
ça va conduire à quoi? À l'augmentation de M3. Parce que M3, c'est quoi? M3, c'est M2 plus. M2, c'est quoi? C'est M1 plus. Donc ça va conduire à l'augmentation de la masse monétaire. Ceci traduit au final, et si on a une augmentation de la masse monétaire qui dépasse les activités ou le niveau adéquat de l'activité économique, le niveau de l'équilibre, ça va conduire, ça va se traduire au final par l'inflation, l'augmentation des prix. Au contraire, une baisse de la production ici on va baisser la production, une baisse de la production va conduire à la baisse de revenus. Pourquoi? Parce que les entreprises ne vont pas réaliser, c'est-à-dire des bénéfices à cause de la baisse de la production. Ça va conduire par la suite au licenciement des gens. Les gens, c'est-à-dire, vont baisser leur consommation. Ça va générer la baisse de la production, c'est-à-dire par la suite aussi. Donc, ça va générer la crise. Au contraire, une baisse de la production va provoquer une baisse de revenus et par conséquent une diminution de la demande des biens et services, une baisse de la demande de monnaie. Donc, on va négliger la formule 4. Donner les deux formules des contreparties de la masse monétaire. On a déjà vu ça, ces deux formules-là. Donner les deux formules. Donner les deux formules des contreparties de la masse monétaire. Regardez, sur la base des réserves internationales nettes, les contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire la contrepartie de la masse monétaire, la contrepartie de la création monétaire, les réserves internationales nettes, les créances nettes sur l'administration centrale, les créances sur l'économie, les RCLE. Donc, on va chercher dans le cours l'abréviation, je ne me souviens pas de cette abréviation. Non. Les ressources à caractère non monétaire. Les ressources à caractère non monétaire plus l'autre contrepartie de la masse monétaire. Avec autre contrepartie de la masse monétaire. Donc, regardez, c'est égal à quoi? C'est le contrepartie des dépôts au trésor moins les APN. Je ne me souviens pas aussi de l'abréviation, correct. APN, c'est autre poste net.
c'est autres postes nets plus créances nettes des administrations, créances nettes des AID. Les AID. Attendez, s'il vous plaît. On va chercher de l'abréviation correcte de l'ISAID. C'est autre institution de dépôt. Autre institution de dépôt, oui, c'est correct. Autre institution de dépôt. Donc, avec autre contrepartie de la masse monétaire est égale à quoi? Contrepartie du dépôt au trésor, moins les autres APN. Je viens d'oublier de l'APN. C'est autre poste net. Autre poste net plus les créances, les autres institutions du dépôt sur le non-résident, plus les créances nettes. Bon, ce sont des règles à apprendre au SAFI, sur la base des avoirs extérieurs nets. Les contreparties de la masse monétaire, on a les avoirs extérieurs nets, plus les créances nettes sur l'administration centrale, créances sur l'économie, les ressources à caractère non monétaire, les autres postes nets, plus les contreparties des dépôts de trésor. La question 5. Vérifie que l'encours de M3 fin d'août 2019 obtenu pour la première question est égal au total des contreparties de cette dette. Donc, il faut juste appliquer la règle. Il y a les contreparties, on aura la... Regardez. À l'encours d'IL, les créances sur l'économie, plus les créances nettes des institutions de dépôt sur l'administration centrale, c'est-à-dire les créances nettes sur l'administration centrale, les réserves internationales nettes, les ressources à caractère non monétaire. Donc, voici les autres contreparties de 82. Total des contreparties, c'est 1 292. On va vérifier dans la première, est-ce qu'il s'agit de 1 282. Regardez. Pour la première question. M3, c'est 1 292. 1 292, c'est ça. Pour 2018 et pour 2000. C'est 1 349. 1 349. 1 349. Donc, c'est correct. D'après le tableau ci-dessus, l'encours de M3, fin d'août, obtenu dans le premier tableau, est égal au total de ses contreparties à cette date. Donc, la question numéro 6. Déduire l'encours des avoirs extérieurs nets du secteur émetteur. Donc, nous avons vu les secteurs émetteurs, c'est les banques et le trésor. Et aussi quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... La banque centrale et les banques commerciales au trésor. Oui, c'est trois composantes. Donc, l'encours des avoirs extérieurs nets du secteur émetteur de la monnaie fin d'août, si les avoirs extérieurs nets égal aux avoirs extérieurs de la BAM, net de la BAM sur les non-résidents, plus les avoirs extérieurs nets des autres institutions de dépôt sur les non-résidents. Donc, les avoirs extérieurs nets de la BAM est égal aux avoirs extérieurs nets de la BAM moins. Pourquoi on dit, pourquoi on
On trancher les avoirs extérieurs bruts de la BAM moins l'engagement. Pour avoir les avoirs extérieurs nets. Les avoirs, c'est quoi net? Net, c'est le brut moins les engagements. Donc, on aura les avoirs extérieurs bruts de la BAM, c'est quoi? C'est les réserves internationales plus les autres actifs extérieurs de la BAM. Donc, les avoirs extérieurs, ce sont des règles qu'on a déjà vues dans le cours. Les avoirs extérieurs nets, dire les autres institutions du dépôt, c'est les avoirs extérieurs bruts des autres institutions du dépôt moins l'engagement. Il faut juste appliquer les règles, on a les données sur le tableau. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Pour la cinquième question sur les autres contreparties de M3. Les autres contreparties De M3, la cinquième question. de M3. Les autres contreparties. Je n'ai pas bien entendu. Le deuxième tableau sur les autres contreparties de M3. On regarde le deuxième tableau. Le deuxième tableau. Je me calcul. Même si j'ai fait les calculs et ça n'a pas donné le même résultat. Le deuxième tableau. Fais les calculs. Les autres contreparties de M3. Les autres parties. Puis qu'il y a des autres parties. Les autres contreparties de M3. Puis qu'il y a une ligne. C'est la cinquième ligne. C'est le deuxième tableau. Le deuxième tableau. La correction. La correction. Les recours des contreparties de la masse monétaire ديال 2019 هذه de 2018 de 2018 درتي لقيتي هاد لي الشيفر هادو كاملين وما لقيتيش نفس الريزولتا ما عرفتش درت il faut faire on a déjà vérifié هاد الشيء داك العام سي كوريكت غير peut-être que vous avez commis une erreur ولا شي حاجه عاودي له كالكول شويه وغتخايا d'accord continue. Donc, la question numéro 7, c'est quoi la question numéro 7? Calculer l'évolution de chaque contrepartie en valeur et en pourcentage, commenter les résultats obtenus. L'évolution de chaque contrepartie. Donc, on a ces contreparties, c'est les créances sur l'économie, créances nettes des institutions de dépôt sur l'administration centrale, les réserves internationales. Donc, on va calculer la variation et aussi la variation en pourcentage, comme on a déjà vu, c'est-à-dire pour la première question. Donc, la monnaie créée entre août et 2019, elle est égale à quoi? Elle est égale à 57, le total des contreparties. 57 086. Ça va. Donc, on continue. Donc, regardez, le total des contreparties, c'est quoi? C'est la variation, c'est 57. Donc, la monnaie créée entre 2018 et 2,5786. Cette variation peut être expliquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets de 2,19. 2,19, les avoirs extérieurs nets. On va appliquer la règle, les avoirs extérieurs nets, ce sont les réserves internationales nettes plus, c'est-à-dire l'autre partie,
les avoirs ailleurs, les avoirs extérieurs nets ou les créances nettes des institutions de dépôt sur le non-résident. Les créances sur le non-résident. De 2,4,19 par une variation positive des créances nettes sur l'administration centrale. Les créances, les créances de 15, 80, 93. Et par une augmentation du besoin de financement de l'économie de 4,32. 4,32. C'est ça les avoirs extérieurs nets, c'est 2,19. Ou le besoin du financement de l'économie. Attendez. Regardez. Les créances sur l'économie. 4,32. C'est ça le besoin de financement de l'économie. Donc on répète, la monnaie créée en 2018 et 2019, la variation d'IA là, il y a le total des contreparties. Cette variation peut être expliquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets de 2,19. On a vu déjà comment on peut calculer les avoirs extérieurs nets. Donc par une variation positive des créances, le montant a été obtenu grâce à la variation positive des créances nettes sur l'administration centrale. C'est juste l'application des règles. On a une variation positive de 15,93 et un besoin de 4,32 pour le besoin de l'économie. Le besoin c'est quoi le besoin? Ça veut dire que ce soit les ménages ou les entreprises ont demandé du financement. Pourquoi? Les ménages pour consommer, pour l'achat des produits de la consommation, et les entreprises pour investir. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pour ces commentaires, est-ce qu'on se base sur les formules qu'on a, les calculs qu'on a déjà fait pour répondre aux commentaires? C'est les deux, c'est-à-dire sur la base des formules et sur le tableau. Si on va donner un exercice, c'est-à-dire basé sur l'évolution, mais ouais, on va voir après. C'est comme le TD, on va discuter les possibilités de la économie. Donc sur les deux, vous devez se baser sur les deux, sur les formules et les tableaux. Calculer les contributions de chaque contrepartie à la création monétaire. La variation de M3 intervenue au titre de la période considérée. Calculer des contributions de chaque contrepartie. La contribution, c'est-à-dire la participation de chaque composante dans la constitution de la contrepartie, de M3. La contribution des créances sur l'économie, le besoin. L'économie, on va revenir.
Maintenant, 1,53 million. C'est ça le besoin de financement. L'économie les ménages, les entreprises, suite demandent un financement ou là, un besoin en 2019, un besoin de financement qui s'élève à 1,53 million. N'est-ce pas? Donc, la contribution d'IELHED, le besoin par rapport aux contreparties, on divise. C'est la division d'IEL. Le besoin par rapport à 1,349 million, total des contreparties de M3. De toute façon, c'est juste pour avoir le pourcentage. Si on va diviser ça sur ça, ça va nous donner 0,78. Au lieu d'écrire 0,78, on écrit 78,04 fois en pourcentage. La contribution maintenant des créances nettes sur l'administration centrale, c'est la même chose. C'est le total sur le total des contreparties d'IEL 2019. C'est la même chose pour les autres. Pour chaque contrepartie, pour chaque composant des contreparties. Les créances sur l'économie, les créances nettes sur l'administration centrale, les réserves internationales nettes, les ressources à caractère non monétaire et les autres actifs. ACP, c'est quoi ACP? Donc il faut... Ce n'est pas ACP, c'est AP. ACP, c'est le quoi les autres? Peut-être qu'on met une erreur, Freddy, chez ACP. C'est les autres contreparties de M3. Autres contreparties de M3. M, ce n'est pas ACP. C'est AC. Bon. On va attendre peut-être là. C'est autre contrepartie de M3. Regardez les composants le total des contreparties. Non, qui est une créance sur l'économie, créance nette des administrations, des autres institutions sur l'administration sociale, qui est les réserves internationales nettes, les ressources à caractère monétaire et les autres contreparties de M3. Pour chaque composant, on calcule la variation. La contribution, ce que ça veut dire la contribution, c'est le montant de la composante par rapport au total des contreparties. Question 9. Donner la composition des agrégats PL1, PL2, PL3. C'est déjà noté le cours. On va voir. Les agrégats de placement liquide récents, les actifs financiers peuvent être aisément transformés en moyen direct de paiement et qui représentent une réserve du pouvoir d'achat. Elle inclut des passifs jugés suffisamment liquides pour être inclus dans la définition nationale de la monnaie au sens large. Elles sont présentées sous forme d'agrégats désignés par le caractère PL, c'est-à-dire placement liquide. Remarque, dans cette forme de placement, les épargnants ne sont plus directement détenteurs de titres de propriété ou de créances de société, mais d'actions ou de parts de PCVM investies en valeur mobilière ou des titres de créances négociables. Les titres de créances négociables autres que les certificats de dépôt, les OPCVM autres que les OPCVM monétaires. Donc voici la composition de l'agrégat PL1. C'est les bons de trésor émis par adjudication, les titres de créances négociables, autres que les certificats de dépôt, et les OPCVM contrefactuels. L'agrégat PL2, titres émis par les OPCVM contractuels, les OPCVM obligatoires, court moyen, c'est-à-dire les obligations à court et à moyen et à long terme, les titres émis par les OPCVM actions diversifiées. Donc c'est juste des formules de chichage. Donner la formule du taux de liquidité de l'économie au sens large. Le taux de liquidité, c'est la liquidité. C'est la masse monétaire. Et au sens étroit,
Quelle interprétation donnez-vous à la variation de son niveau en cas de sa hausse et en cas de sa baisse? La formule du taux de liquidité de l'économie au sens large et au sens étroit. C'est quoi le taux de liquidité d'abord? Est calculé à l'aide du radin ratio qui permet de comparer le volume de liquidité totale de l'économie au PIB. C'est combien représente la quantité de monnaie par rapport au PIB nominal. C'est ça au sens large, ça veut dire M3 plus la sommation d'IL, les placements liquides. PL1 plus 2, PL1 plus PL2 plus PL3 sur le PIB nominal. Sur le PIB, au sens étroit, c'est M3 sur le PIB nominal. Surtout admis deux interprétations. L'interprétation financière, il traduit le niveau de développement de la sphère financière. Dans la mesure où un faible degré de monétisation de l'économie élevé du système. Regardez, par exemple, interprétation financière. Ça veut dire une interprétation liée au secteur ou là, le marché financier. Si on a, c'est-à-dire un ratio, c'est-à-dire un ratio très important, par exemple M3 par rapport au PIB représente c'est un ratio très important, لأن الPIB عندنا شحال دابا؟ شي 800 مليار دونك غيكون 1000 دونك طبعا مثلا واحد 90% ولا 90% ولا 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie, la circulation monétaire, ça veut dire que le cash ou la circulation monétaire, c'est-à-dire représente un poids très important dans l'économie. Ça veut dire que l'économie, que ce soit les ménages ou les entreprises, se financent sur la base des crédits bancaires. Ça donne, c'est-à-dire une information sur la faiblesse du marché financier. On a plus de liquide sur l'économie. Elle traduit le niveau de développement de la sphère financière dans la mesure un faible degré de monétisation, c'est-à-dire un faible ratio de M3 sur le PIB nominal serait la résultante d'un niveau. Ça veut dire si on a un faible niveau, une faible valeur de ce ratio-là, cela indique que on a un marché financier sophistiqué et solide. C'est la différenciation entre l'économie de développement et l'économie basée sur le marché financier. Une économie basée sur le marché financier, ça veut dire que les ménages se financent, c'est-à-dire sur le marché financier. Et les entreprises, la plupart des transactions dans l'économie se réalisent sur le marché financier. Alors que dans une économie en voie de développement, ça veut dire que les entreprises financent leur investissement en se basant sur les crédits bancaires. Et lorsqu'on dit les crédits bancaires, c'est la création monétaire. C'est plus de M3. Ça veut dire que le ratio sera supérieur. Dans le cas d'une économie basée, dans le cas d'une économie en voie de développement. Et c'est-à-dire ce ratio, ça va être plus petit dans le cas d'une économie basée sur le marché financier. Le taux de liquidité traduit, interprétation économique, le taux de liquidité traduit la part de la production, le revenu, détenu sous forme monétaire, c'est-à-dire sous forme d'instrument de paiement. C'est logique. M3 sur le PIB, c'est la part du PIB, le PIB, c'est la production sur le revenu global de l'économie. C'est la part de ce PIB-là détenue sous forme de monnaie. Indique l'orientation de la demande prévue, instrument de paiement par rapport aux monnaies, par rapport à l'évolution de la production.
Donc, c'est la part de la production, le revenu, détenu sous forme de monnaie, sous forme de moyens de paiement, que ce soit cash ou les billets ou les chèques. Une baisse, une hausse pourrait se traduire par une inflation. L'augmentation si on a plus de liquidité, si on a une liquidité qui dépasse l'état d'équilibre par rapport à l'activité économique, ça va générer l'inflation. On a déjà vu ça. Et si on a une baisse, ça va générer un freinage de l'activité. Une baisse pourrait se traduire par un ralentissement de l'activité économique. On passe pour l'exercice numéro 2. C'est juste des interprétations et des variations. On applique des règles qu'on a déjà vues dans le cours et on interprète. L'exercice numéro 2. Les statistiques monétaires et le PIB nominal de l'économie marocaine ont évolué de la manière suivante. 2006-2016, M1, c'est la même chose. M1, les agrégats de placement liquide, créant sur l'économie, créant sur l'administration, les réserves internationales, autres engagement, commenter l'évolution de la masse monétaire à travers l'évolution de ses contreparties, de 2016 jusqu'à 2018, en utilisant éventuellement un tableau calculé pour les 3 années, les indicateurs suivants. La liquidité de l'économie, c'est-à-dire au sens de M3, M3 moins M1, le taux de liquidité de l'économie au sens de M3, la vitesse de la circulation de la monnaie correspondante, on va voir la règle pour calculer la vitesse, interpréter l'évolution de ces indicateurs durant la période considérée.